Aqui no Malomem, il y a le Cyril Kazaki. Aqui, il y a le Julien. Et de l'autre côté, le 13, il y a Wesley. Sokaibis, Tieo et Sunkako. 1, 12, 13, d'accord dit? Le Cyril, toujours à Peraki, ça y passe que va jouer aqui. Espère la cabate. Non, il y aura le début d'abord. Et le pire, et le piège, c'est qu'aquí, il y avait une quatrième. Et qu'à l'héros, pec. Dès que pec faisait aqui. Pec, héros, à mi-temps. Pec et ça, mi-temps. Et vous avez dit, à Maï, que la balle devait passer par Lou, Waki, vous connaissez? Ce match a eu lieu le 3 septembre 2005. Il opposait l'équipe d'Occitanie à la Tchétchénie. Je ne suis pas occitaniste, mais je me sens très proche de la culture occitane. Aujourd'hui, la croix occitane est partout, le mot occitan aussi. Pourtant, je ne sais pas ce qu'est l'Occitanie. Si j'ouvre un dictionnaire, j'y trouve ceci, Occitanie : ensemble des pays de Languedoc. Alors cet occitanisme qui se réveille, d'où vient-il? Certains dans mon entourage me parlent d'une relation avec l'altermondialisme, mais le raccourci me semble facile. Moi, je crois que seule une étude poussée de l'histoire me permettra de comprendre. Toulouse outragée, Toulouse aliénée, Toulouse provincialisée depuis 7 siècles. Mais aujourd'hui, Toulouse réveillée. Toulouse est à l'image de l'Occitanie. Une histoire de brassage incessant entre les peuples et les cultures. Découvrir son histoire devrait m'amener des réponses. Mais dans un premier temps, la meilleure chose à faire pour moi est de rencontrer Robert Laffont. Ancien professeur d'université, écrivain prolifique, politicien des années 70, il est l'un des grands penseurs de l'Occitanie et l'un des acteurs majeurs de la revendication occitane de la deuxième moitié du XXe siècle. L'Occitanie étant définie comme pays de la Languedoc dans ses variétés, est un pays qui a une certaine vocation de très longue date. Il faudrait parler en millénaire. De très longue date, elle est placée là où elle est. C'est un carrefour qui commande finalement les relations de toute l'Europe occidentale et méridionale. Si vous voyez les grands chemins de parcours, il y en a un qui descend la vallée du Rhône et qui va à la Méditerranée, un autre qui va de la Manche à Poitiers, et de Poitiers vers les Pyrénées. Les Pyrénées ne sont pas un obstacle à haute date, donc l'Occitanie s'arrange très bien de la chaîne pyrénéenne. Et cela fait une croisée des chemins de toute l'Europe. La vocation de l'Occitanie est double. Elle est européenne et méditerranéenne. Vous voyez. Bon, ça n'a pas l'air simple. Alors commençons aux origines. Comme la plupart des villes occitanes, Toulouse est créée par les Celtes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les Volques tectosages venus des plaines du Danube s'installent sur les hauteurs de Garonne. Avec beaucoup de bonne volonté, j'essaie d'imaginer l'antique cité sous ce green. Toulouse est une ville fondée par l'empereur Auguste aux environs de l'an 0, celui-ci régnant avant et après Jésus-Christ. Il donne aux Toulousains le titre de cité latine qui permet d'avoir des remparts que l'on construit très rapidement entre 0 et 25. Et pour le peupler, on fait descendre de Ville-Toulouse la tribu des Volques tectosages, tribu très amie des Romains, arrivée dans la région à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. Centre administratif très important, situé au bord de la Garonne, voie commerciale importante. Cette peuplade vit évidemment de l'administration, où de nombreux fonctionnaires peuvent vivre, mais aussi au niveau de l'agriculture, du commerce du vin, du commerce de l'or avec l'Ariège et le Salat, et surtout fournissait du blé à l'Empire romain. Pour compléter le rempart du Haut-Empire construit entre 0 et 25, au moment des invasions barbares du IIIe siècle, on a été obligé de continuer ces remparts
le long de Garonne où n'existait pas. Et pour cela, et pour faire les fondations, on a démoli les monuments funéraires qui se trouvaient dans la porte d'Armonèse et on a ainsi réemployé dans les fondations tout un tas de chapiteaux, de colonnes, de sculptures diverses. Donc nous avons là la pierre qui marque le niveau de la route à l'époque antique, niveau sur lequel roulaient les roues des charrettes, et le moyeu des charrettes, en tournant pour prendre la porte, usait l'angle en brique de cette porte ouest de la ville de Toulouse qui permettait d'accéder au bord de la Garonne. Les Visigoths se sont installés à Toulouse et dans l'Aquitaine en 418 après Jésus-Christ. Ils ont été appelés par les grands propriétaires fonciers de nos régions qui avaient à se plaindre d'un certain nombre de soulèvements sociaux et de problèmes politiques qui les gênaient dans, bien sûr, leurs exploitations et dans leur commerce. Les Visigoths vont transmettre d'abord toutes les valeurs de l'Empire romain, de la civilisation romaine, et aussi une certaine notion d'égalité entre l'homme et la femme. Le royaume des Visigoths s'étendait dans un premier temps de la Loire jusqu'aux Pyrénées, c'est-à-dire c'est exactement le domaine de la langue occitane au Moyen-Âge et même encore aujourd'hui. Donc c'est sûr que le royaume wisigoth a préfiguré en grande partie cette Occitanie du Moyen-Âge, et aussi encore une fois, par le Code des lois, puisque ce Code des lois des Visigoths, le Code d'Alaric, qui a 1500 ans actuellement, a été la base de tout le droit des communautés occitanes pendant le Moyen-Âge, en particulier des chartes communales. Ca lui felibres al mes de mai, abus. Venon ala daurado, venon ala daurado, porto lai flus daval l'autar. Prego nostro d'amor, e prego nostro d'amor. L'Académie des Jeux Floraux est la plus vieille académie de littérature d'Europe. Elle date de 1323. Pour les uns, elle est passéiste, mais en fait, beaucoup la méconnaissent. C'est pourtant l'une des plus belles facettes de la culture occitane. J'ai rendez-vous à l'Estanquette avec 4 jeunes occitanistes pour savoir ce qu'est pour eux l'Occitanie. Je cherche à comprendre ce qu'est l'Occitanie aujourd'hui. T'ajoutes en Occitanie, Wailoudi, Place Aiguë, bon, il y a eu culture qui est commune, Place Aiguë, et il y a le monde qui a un peu tout des bimamas, quand viaggiamo en Occitanie, che torno struba causes qui reconnaissent, mentre que quand vas à France, par exemple, à Paris ou même en Bretagne, trouvi qu'il y a meilleure occupature que donc Occitanie, c'est pas de base de la façon de vivre finalement du monde, ouais, donc il passe directement au carré finalement des statales, il passe parce qu'il y a meilleure façon de destin du monde que t'avais viaggiato en Occitanie, en France ou dans d'autres pays, je trouve qu'il y a quoi finalement que la façon d'année du monde qui Oui, après, il y a toute une réalité historique, n'est pas un territoire historique exactement dans ces frontières, mais il y a toute une réalité historique tout plus proche, qui te mène s'il y a toute une différence entre les différentes régions, mais qui a eu ligam
e che è verità che podes anar tem tutti proche dos provençals hermei de sigut e per exemple dos bretus. Donc cas tutti realitat cap a l'història qui est qu'em plus proche dos autres. Bonjour, je voudrais un renseignement s'il vous plaît. Oui. Je cherche une carte de l'Occitanie du 13e, voire du 14e. Ce que vous avez. Et ça va être difficile parce que la notion de l'Occitanie existait, mais les cartes à cette époque-là étaient difficiles et on trouvait, disons, à partir du 16e, des cartes plutôt des provinces. Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme carte? Alors actuellement, comme carte, il y a cette carte qui est une carte moderne. Une carte d'Occitanie moderne qui date des années 50-60, où il y a toutes les provinces et tous les dialectes, puisque nous n'avons qu'une langue, c'est l'occitan, mais nous avons plusieurs dialectes, c'est-à-dire le languedocien, le gascon, le provençal, le limousin, j'en passe. Et il y a même 2 ou 3 petites vallées en Italie où on parle encore l'occitan. Ah bon? Ah oui, j'ai vu il y a quelques années des étudiants qui sont venus ici et qui le parlent admirablement bien. Là, on montre la carte de l'Occitanie. Il n'y a pas bien sûr le Pays Basque qui est autre chose, et la Catalogne aussi, le catalan qui est tout proche mais qui est quand même un peu différent. Bien, mais qu'est-il advenu du royaume wisigoth qui préfigurait, selon Georges Labouisse, la grande Occitanie du XIIIe siècle? Bien, ça va prendre fin par une bataille qui n'a duré que quelques heures près de Poitiers, du moins c'est ce qu'on pense, à Vouillers. Lorsque Clovis a décidé, et il avait décidé depuis longtemps, de s'emparer du royaume wisigoth et des Aquitaines qui étaient considérées comme une des régions les plus riches de l'Empire romain. Et en ce sens-là, il a été aidé par surtout l'Église, d'où sa conversion au christianisme. Il ne faut pas oublier que les Francs de Clovis ont été l'un des derniers peuples dits barbares à se convertir au christianisme. Mais lui, il a été plus malin que d'autres qui s'étaient convertis au christianisme arien, donc hérétique pour l'Église. Et lui s'est converti directement au christianisme catholique pour avoir l'appui des évêques de nos régions et de tout l'Empire romain dans l'entreprise de ses conquêtes. La data de 721 a Toulouse se faguet un esveniment mai important qu'haguet un reçu fins a Damas, la capitale omeyyada. Es beleu la première desfazzo de l'avançada de las troupes musulmanes cap al nord d'Europe. Et c'est ici que sont estats arrestats. Alors évidemment, cette date de 721 n'a pas été apprise dans nos manuels scolaires. On ne mentionne pas cette date importante d'arrêt définitif de cette expansion musulmane vers les terres du Nord. Il se trouve que cette date pourtant va être le début d'un voisinage de 5 siècles, donc jusqu'au XIIIe siècle, qui va avoir une importance considérable évidemment sur le développement tant économique que culturel des pays d'Oc. Du 8e siècle au XIIIe siècle, les terres de Toulouse vont être voisines d'un espace qu'on appelle Al-Andalus, et donc de la civilisation arabo-berbère ibérique. Donc c'était 5 siècles, c'est beaucoup, mais nous n'avons rien appris pratiquement de ce voisinage dans les livres d'histoire. Segur qu'abbiamo appreso à scuola un'altra data, 732, che tout un cadun coneix, fort plat. Et nous en dit, Charles Martel a arrêté les Arabes à Poitiers. A quelle date et a quelle bataille existis pas di los libris di storia tan latis come arabes. És une manipulation de l'histoire perché cal savait que il est très difficile pour les Francs d'accepter que ce soit un autre peuple, donc les Aquitains, qui ait eu l'honneur d'arrêter les Arabes sur le sol européen. Donc il y a eu substitution et la bataille de Toulouse a été transférée en grande partie dans son déroulement sur Poitiers 732. C'est sûr qu'il y a eu certainement une razzia à Poitiers, mais des razzias
il y en a eu depuis le 8e siècle jusqu'au début du 13e siècle, de façon incessante, dans tous les pays d'Oc. Je ne suis pas historien, mais je sais lire et je n'ai pas vraiment envie de me fier à ce que l'on enseigne à l'école. Alors en fouillant un peu, j'ai découvert que les pays d'Oc ne sont rattachés à la France qu'en 1270. Auparavant, c'est un territoire quasi indépendant, et les comtes de Toulouse y ont une influence majeure. À tel point que c'est le pape Urbain II en 1096 qui est venu demander au comte Raymond IV de conduire la première croisade vers Jérusalem. C'est à cette occasion qu'a été créé le comté occitan de Tripoli, dans le Liban actuel, et c'est à cette époque qu'émerge la croix occitane. Alors, vous avez là un ensemble qui est un bouillon de culture. Vous avez, au XIIe siècle, une Occitanie bouillonnante. Je n'aime pas qu'on dise un âge d'or, parce qu'un âge d'or, c'est une vue tout à fait idéale. Il y a des tensions internes. Ce pays est en avance dans les luttes sociales, dans les conflits sociaux, vous voyez. Vous pensez à 1189 peut-être? Voilà, c'est ça, oui. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce... Je pense qu'il y a une montée de la bourgeoisie et qui se heurte, qui prend les consulats. Et ces consulats sont naturellement en contact dialectique, tantôt alliés, tantôt ennemis, des pouvoirs féodaux. C'est donc un pays, je dis l'Occitanie est un pays surévolué en Europe, vous voyez. C'est pas parce qu'il y a des images d'Épinal qu'il faut, nous, construire des images de Montségur. Donc je pense qu'il faut essayer de réfléchir en quoi les événements qui se sont passés à Toulouse ont apporté à l'histoire générale, au mouvement de l'histoire en général, et comment ces libertés communales ici ont été importantes. Et moi, il me semble qu'un des traits les plus caractéristiques de cette histoire-là, c'est que c'est le pouvoir communal, qui est issu donc, de ces premières libertés communales, s'est toujours bâti contre, enfin ça a été un contre-pouvoir en quelque sorte au centralisme de l'État français. Alors donc ça c'est le serment du comte. Alors il dit voilà, io, Ramon, per la grazia de Dio, duc de Narbonne, comte... Il faut que j'enlève les lunettes. Oh, putain. Alors, io, Ramon, per la grazia de Dio, duc de Narbonne, comte de Toulouse, marchese de Provence, accordi a tutti gli uomini, a tutti i fenni della Bilo e del Bourg de Toulouse presenti a venir, et lui faut savoir que, alors, premièrement, signare pas cap de pacte ni tractat avec cap d'homme, ni mai cap de fenno della città del Bourg de Toulouse, contre une autre ou contre une autre, afin de batteste ou de sédition. Jean Villotte, qui vient de faire la lecture du serment du comte, m'explique ensuite que le Capitole est créé en 1190. Cet édifice qui héberge les consuls prouve que 600 ans avant Paris, Toulouse avait fait sa révolution. Politiquement et culturellement, j'ai donc l'impression que l'Occitanie était dans une phase de pré-renaissance. Alors, le pays d'Oc, c'est vrai, il était morcelé en seigneurie, en principauté, comme c'était le cas au Moyen-Âge, mais il était quand même fédéré autour de la langue d'Oc, autour de la langue occitane du XIIe, du XIIIe siècle. Ça veut dire quelque chose de très simple, ça veut dire que toi, voyageur, tu pouvais aller de Gênes jusqu'à l'Èbre et te faire servir du vin, te faire servir à manger, et chercher un toit dans la même langue. Voilà, c'est ça. C'est un pays qui était en train de changer, où on s'était aperçu, par exemple les Trincavel à Carcassonne, et d'autres avec eux, s'étaient aperçus que plus de liberté égale plus de prospérité. C'est une société qui est en train non pas de craquer, mais comment dirais-je, de s'ouvrir à des concepts nouveaux. Et ça ne s'est pas fait comme ça d'une année sur l'autre. Mais c'est surtout les troubadours. Les troubadours, c'est une autre vision de la femme.
la femme qui est devenue en fait un idéal féminin. Alors est-ce que le parache, c'est un système de valeurs qui rentre dans... Parache, c'est très difficile à traduire, ça veut dire savoir, savoir-faire et savoir-être dans le respect de soi-même et des autres. Il faut donc pas carrément une phrase pour le traduire en français. Ah ouais, là ça c'est tout un programme, c'est une devise, c'est une sorte de viatique de conduite. C'est je sais pas comment dire ça. La civilisation du Parache, c'est ça. C'est la devise Parache, le mot Parache, il se greffe directement sur ce que je viens de dire. Chacun est responsable du bonheur ou du malheur qu'il crée autour de lui, et chacun est responsable de soi, mais chacun est responsable aussi de ce qu'il peut apporter aux autres. Et il sera mesuré aussi à cela. Et il sera mesuré sur terre. Sur terre. Pas seulement au ciel, sur terre. Les troubadours, je vous le signale, n'ont pas eu d'influence uniquement à Toulouse, mais ils ont essaimé dans toute l'Europe du Sud. Hongrie, Roumanie, Royaume d'Aragon, les troubadours étaient accueillis dans toutes ces monarchies, dans tous ces pays, étaient accueillis, étaient écoutés, et ils ont eu, Toulouse, à travers ces troubadours, a eu, au cours des siècles, de ces siècles-là, une influence énorme dans tout le midi de la France. Toulouse a été un centre culturel formidable pendant des siècles. Les jeux sont repris. Louis Georges tourne en commença. La Rose d'Argent, récompensant le lauréat du Grand Prix de la chanson poétique, a été attribuée cette année à une œuvre en Languedoc, intitulée Quel sap trobar, paroles et musique d'André Calvet de Moissac. Bien que nous ayons reçu un grand nombre d'œuvres en français, comme cela est bien naturel, cette chanson a paru d'une telle originalité qu'elle méritait d'être distinguée. Cette chanson en languedocien est composée selon un procédé bien connu du trobar, technique des troubadours, remise à l'honneur par les fondateurs du Gay Saber en 1323, l'acrostiche. Cal sap trobar l'humor e la musica, pot dibuixar l'amor amb l'udesti. Blanc i l'anets de sa primo magico, flac i lupets d'obrir el seu camí. Cal s'adunda l'idea melodico, si oixis clats a l'aigua del vient rucàs. Tinta l'ocel de paleto armonico, taglia pastel reina sul nibulas. Cal sap sublar la rasura furio, no sin que no s'asu inventarà. Cal sap sugar la cançó per sa mio, dallo darundo l'uomo li vestirà. Ubri e servis amor, rimassaire, ubri e servis amor. Dans cette Occitanie en effervescence, éprise de liberté, comme nous l'a expliqué Claude Marty, il semble que toutes les hérésies peuvent se développer. L'une d'entre elles, que l'on appelle injustement le catharisme, s'enracine facilement.
Après la religion arienne des Wisigoths, cette religion cathare va attirer une nouvelle fois le courroux de l'Église. Je me demande quelle était la position des seigneurs occitans face à cette doctrine. Les grands princes occitans, que ce soit les comtes de Toulouse ou les vicomtes de Trincavel, en général sont indifférents à l'hérésie, ne s'engagent pas, ils ne s'engagent pas de manière enthousiaste dans l'hérésie, comme par exemple les comtes de Foix. Ce sont plutôt les petits et moyens nobles qui s'engagent dans l'hérésie. Les comtes de Toulouse sont donc indifférents, Raymond V franchement hostile, Raymond VI, Raymond VII plutôt tolérants, mais en tout cas ils forment obstacle à toute velléité d'intervention trop musclée de la papauté. La croisade contre les Albigeois, comme son nom l'indique, est une croisade, une guerre sainte. C'est le pape Innocent III qui appelle à la guerre sainte. C'est vraiment le point culminant de l'idéologie de la croisade, une croisade en terre chrétienne, une croisade interne à la chrétienté. Ce n'est que après 20 ans de guerre que le roi de France va intervenir et tirer les marrons du feu. Mais dans l'idée du pape Innocent III, c'était réellement une guerre sainte qui avait pour but de faire plier les princes et seigneurs protecteurs d'hérétiques. Senyor, aquestos fu així començado, si quo avete ausit en la gesto letrado, li abas de Sistel fu en la cabalgado, amb lui l'Isabès que se manto gen letrado. Voilà, ça c'est... Ce sont quelques vers de la cançó de la croisade. Alors, qu'est-ce que c'était que la cançó? Eh bien, la cançó, c'est une trace, c'est un morceau d'histoire vu par les chroniqueurs. D'abord, la cançó, c'est une œuvre littéraire considérable. Si quelqu'un devrait l'apprendre, il faudrait qu'il apprenne 9582 vers, enfin quelque chose comme ça, entre 9000 et 10 000 vers. Et c'est l'histoire finalement de la croisade contre le Sud à partir de la formation de l'armée croisée jusqu'au siège de Toulouse et la mort de Simon de Montfort. C'est aussi le goût, la couleur, les bruits, les éclairs, la fureur d'une époque... de l'époque de la croisade. Cette croisade va s'étaler sur 20 ans. Simon de Montfort, à la tête des armées venues du Nord, décime les Cathares et en profite pour s'approprier les biens des seigneurs locaux. Il affronte le gros des armées occitanes en 1213. Le roi d'Aragon meurt, le comte de Toulouse s'exile. C'est la première grosse défaite des Occitans. Molt fu gran lo dannat del perdiment, quand le rei d'Aragon remas mort et sans nens, et mal d'autres barous d'en fu gran l'auniments a tout le christianisme et à tras toute gens. À Muret, le roi Empère II d'Aragon meurt, mais avec lui meurt aussi ce rêve jamais abouti d'un État, d'un pays dont les Pyrénées auraient été l'axe, la moelle épinière. C'est ça, la bataille de Muret. Finalement, là, il y a un point commun à ces deux équipes, non? C'est clair, c'est honnête. Elle comme une autre, si une situation de colonialisme qui n'est pas au même grade, ce que c'est que si on n'est pas maître de notre avenir, ni en Gigénie ni en Occitanie. Pas même nous ne faisons pas de politique, nous disons seulement que notre Occitan, s'il y a un peuple comme tant d'autres, et qu'avant le droit de jouer au foot devant notre sélection comme les autres peuples, comme les autres nations. Ok, et pourquoi avoir choisi Muret? En plus, on n'est pas loin d'une date historique, là, il me semble. D'accord, c'est le mois de septembre de l'histoire de l'Occitanie, notamment l'histoire de l'Occitanie de Muret, est fort importante. Et depuis le 1213, notre Occitanie de Moraviens sur le traumatisme important des desfatchs, et il est important de tourner sur ce lieu de traumatisme pour le désobéda et donc de changer le cours de l'histoire, de désobéda que le desfatch, pour transformer l'Occitanie en victoire. Et je pense que c'est ça, c'est sur le bon chemin, parce qu'à l'heure d'art, l'Occitanie gagne aisément. Alors pourquoi avoir choisi d'abord du football et pourquoi pas du rugby en Occitanie pour ce genre de rencontre?
perché vogliamo iscrivere l'occitanismo nostro in un'inchiesta internazionale. Dire che notre occitani, avec nos particolarités, appartiennent à la terre entière et ce qui, au final, religue tous les hommes de la planète, et sportivement, c'est le football. Le football est le sport populaire par excellence. Et donc, et avec quel draia, nous voulons récompenser tous les occitans. Nous, c'est la main occitaniste, laquelle qui ouvre 4 jours à la promotion de l'identité occitane, et les autres. Et les autres, sont par exemple à KCSR, les supporters de Toulouse, sont les stadiens des Murettes qui sont vaincus par curiosité. La Canson nous enseigne comment la ville de Toulouse va résister et comment les comtes vont reprendre leurs terres. Pour quelques années seulement, la joie qui suit la mort de Simon de Montfort va se propager en Occitanie. E la in Toulouse entrec un messaggers qu'els contec las novelos. E estan l'alegries que per tota la vila corren per los mustiers. E allumen los ciri per tots los candeliers. E cridon la gioia, car es deu merceners e arparaches a l'unno. E zero mai sobres. E cons que rom marins e homicidies es morts sens penedenso, car ero glaciers. Ce sont des morceaux qui restent dans ce qu'on appelle la culture, pas seulement la culture occitane, mais dans la culture du monde. Ah, tiens, voilà, c'est encore une poésie cervantaise, une poésie engagée. Tartaras es nibautu, nu sempule au carpuden, cum claire presicatu, sentu nun es lumanen. Pour moi, le Cervantes était longuement pensé et élaboré avec méthode pour qu'il garde cette pugnacité, pour qu'il soit pointu, pour qu'il soit tranchant, pour qu'il soit fort. Rum, tant es gran la vostra fufeitura, que Diu e Susan encitat sun un curo tant es mal regnan. Rum, falsa, e ta fura, perché in bus e scum e magres confun lu gioi d'aquest mund. Il fait grande mesure del conte Raymond. C'est donc c'est un texte engagé, c'est une chanson, c'est un texte politique. C'est ça le Cervantes. Il y avait des valeurs là fortes. Est-ce que ces valeurs, elles ont traversé les 8 siècles qui ont suivi la croisade? Est-ce que tu te sens héritier en quelque chose de... Vuol dire, ma sai pas se è di ma cultura perché ero anche il passato che gioco perché di mia famiglia sono di Carcassonne, donc il y a quel ligand fort avec toute la cruzada, etc. Donc Cambistalios quand tu spicciu che va a Chinimus Castel Catars, che lo meno di causa. Donc il y a un ligand fort avec le passé de la cruzada. De saber se sen héritier des troubadours, io pensi pas trop, perché se nei héritiers fin final sun la cultura lettrada occitana, che nous autres sen ce che de moro fin final de la cultura popolare, per la cultura lettrada des appareguet. A me le moviment occitaniste, el le moviment en andire cultural occita, cultural in un sens un'autre cultura, e se je torna a prene, francamente a quellos valus. Ne fa chi con. Mais dans la culture populaire, che sobrevisquesse la culture troubadourin, cuparace, etc., ne doute un peu. Est-ce que là c'est la fête du Parache par exemple? Ah ouais, c'est la fin du Parache quand même. Mais la fin du Parache, elle est vraiment quand, au moment de l'annexion de Toulouse en 1270, lorsque les derniers résistants ont gardé les armes, ont rendu les armes, à ce moment-là, c'est la fin du Parache. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de futur pour cette aventure-là. Il n'y a pas de futur. Alors, qu'est-ce qui se serait produit? Je ne sais pas. Mais ce que l'on sait, les signes, c'est que, bon, on passe sur... on va quand même... ce pays qui a toujours eu la tête tournée vers le sud, vers la Méditerranée, vers les Espagnes, vers l'Italie. Ce pays, à un moment, on va lui tordre la nuque pour qu'il regarde vers le nord. C'est-à-dire qu'il va être obligé,
de regarder ailleurs, il va être inféodé ailleurs. C'est du nord du sol que ça vient. Chante le monde de demain. Le rythme d'eau frappé les deux mains. Danse les fous, les vagabonds du refrain. C'est du nord du sud sale que ça vient. Chante le monde de demain. Le rythme d'eau frappé les deux mains. Danse les fous, les vagabonds du refrain. C'est du nord du sud sale que ça vient. Si on met dans le texte 100% l'osé rien. Si on brame c'est pas pour rien. C'est pour ceux qui savent pas, pour les tiens, pour les miens. Plus de 700 ans de colonie, faut mieux peut-être donner la page. Plus oublier sa culture pour bien draguer son lignage. Sortir la tête du même cliché dans lequel on nage. Arrêter de partir, de dire qu'il y a que d'accord. Si vous pensez à la croisade albigeoise, à ce qu'a été la croisade albigeoise est la grande guerre européenne, peut-être pas en effectif, mais en importance stratégique et culturelle. La croisade albigeoise, c'est un royaume de l'Europe du Nord, avec une capitale admirablement placée en Europe du Nord qui s'appelle Paris, qui conquiert tout un sud qui n'a rien à voir avec son espace de rayonnement. Donc, un pouvoir extérieur au pays qui va considérer jusqu'à notre époque, jusqu'à maintenant, jusqu'à 2006, la grande poche de territoire méridional qu'il a conquis, il va le considérer comme un glacis. Un de mes amis politiques et historiens disait « Sans la croisade albigeoise, la France n'aurait jamais eu d'empire colonial. » Lecture silencieuse, comme ça, canti. Faut pas d'alléger, qui regrette. Nu me trigo de saber se mon paire es dintrat. Guillem, digome, que crentos. Pas res, tancar cagnes, pas. Garcendo es segurado a mon segur. Vabbè, che se devano? L'histoire, il non metteis, Léon. Da, fugit de son país, de son là où habitat, parce qu'il y a des croisades qui l'attaquent. Fugis del país? Non, pas del país, mais de là où era la début. Village? Del village où era la début. Oh, alors qu'est-ce qui se passe en général dans ces villages, Césaire? Il y a l'ous qui sont catars et l'ous qui sont pas catars. Et il y a des cops qui vont dénoncer l'ous qui sont catars. Alors perché aquelli cattolici vogliono tuare los catars? L'abbiamo visto, Maxime? Mais parce que vogliono pas che faccia una religione nouvelle. Parce qu'ils seguissent La religion cathare. quelle religion qui disent nouvelle. Mais Sparta et Romain Peraco? Nous. Joshua? C'est un prétexte pour conquistar la terre. Bah qui est un prétexte pour conquister la terre d'Oc. Pas sûr les catholiques sont contre les cathares, même pas à quelle religion, parce que c'est pas un métier de religion, mais la razumage est-ce que è un pretext e vogliono conquistare la terra d'Oc. Così si suonava il Papa a questa epoca? Che ha deciso la cruzada? Innocent, d'accord. L'Inquisition est la suite logique des 20 ans de croisade. Donc 1209-1229. 1229, le pays est soumis à l'ordre royal. Désormais, le pape a les mains libres pour agir. Et sur le pays soumis, il va poser l'institution inquisitoriale, qui est à la fois un tribunal religieux ne dépendant que de lui, le pape, et en même temps un confessionnal itinérant et obligatoire, de manière à réconcilier à la foi du pape et du roi toutes les populations méridionales qui avaient plus ou moins trempé dans l'hérésie.
Après le catharisme, d'autres groupes d'exclus ont été désignés et éliminés. Les juifs, les sorcières, les protestants. Mais ça ne s'arrêtera plus en fait. Parce qu'en fait, l'idéologie inquisitoriale, on peut dire que quelque part c'est un petit peu le mécanisme qui sous-tend une certaine intolérance moderne. Les bureaucraties totalitaires du XXe siècle sont directement héritées de l'Inquisition, comme toutes ces idéologies de la conquête de l'Ouest, du colonialisme à la limite, cette espèce de bonne conscience d'imposer le bien aux autres, c'est vraiment directement hérité de l'Inquisition. Et nous en sommes dramatiquement les héritiers. Alors voilà, on est rue de Jouzaïgue. Voilà, on y arrive, tout à fait à l'angle de la rue. Vous nous dire rue sous les eaux? Oui, alors il y a une confusion qui est entretenue depuis longtemps par les érudits locaux qui voudraient à tout prix, parce que le mot finit par aïgue, que ça ait un rapport avec les eaux. En fait, l'étymologie de ce mot est très connue. C'est un nom qu'on retrouve dans tous les textes médiévaux pour désigner en occitan tout simplement le quartier juif. C'est-à-dire que Jouzaïgos, c'est toujours au pluriel, c'est la transcription en occitan médiéval de Carrieras Judaicas, c'est-à-dire la rue des Juifs. Donc il faut éliminer l'interprétation qui est donnée ici. Par exemple, nous avons l'attestation dans la fameuse Cançó de la Cruzada, lorsque Simon de Montfort arrive à Toulouse et qui s'empare de la ville, on nous dit « ban tout dret à Jouzaïgos ». Et il passe par le quartier San Remesi et il met tout à Brandou, il met le feu partout et il détruit le quartier juif. Puisque nous sommes rattachés à la France en 1271. Et à partir de ce moment-là, Philippe le Bel, lorsqu'il prend la direction du royaume, a besoin d'argent à tout moment. Et l'événement le plus important, c'est donc à l'été, au mois de juillet 1306, l'expulsion définitive des Juifs du royaume de France, et particulièrement donc du Languedoc. Ma longue entrevue avec Georges Passerat m'a fortement renseigné sur la question juive en Occitanie. En fait, après le concile de Latran en 1215, où le pape Innocent III déclare l'injonction du port de la Rouelle, le seul monarque européen à appliquer cette mesure est Saint-Louis. C'est lui en effet qui impose aux Juifs de porter un fragment de tissu jaune et rond cousu aux vêtements. Il a 700 ans d'avance. J'apprends aussi qu'une autre croisade venue du Nord, la croisade des Pastoureaux, va s'en prendre aux Juifs d'Occitanie et entraînera de véritables massacres. Bien sûr, tous ces événements ne sont pas enseignés dans les manuels scolaires. À partir du XIVe siècle, l'histoire occitane se fond avec l'histoire de France. Mais comment se fait-il que toute une partie de l'histoire occitane ait disparu de l'enseignement officiel? Alors ça, on le doit malheureusement au XIXe siècle, à la République des Jules. C'est-à-dire en particulier Jules Ferry et Jules Michelet. Jules Ferry, qui, comme chacun sait, a été l'un des artisans de la colonisation en Afrique et en Asie, et qui disait, par exemple, que nous allions, nous, la race blanche supérieure, nous allions apporter la civilisation aux sauvages d'Afrique et d'ailleurs. Et Jules Michelet disait à propos de la croisade des Albigeois, justement, que ces croisades avaient révélé à l'Europe du Nord le véritable visage de l'Europe du Sud, c'est-à-dire nous autres, nous, ces mangeurs d'ail, d'huile et de figues, qui, dans les veines desquelles coulait un sang impur, et le sang impur des Mauresques et des Juifs. Et il terminait en disant le Languedoc leur semblait une autre Judée, ce qui veut tout dire. Faut oublier que la Marseillaise, justement, les paroles de la Marseillaise sont devenues l'hymne national français à cette époque-là, à l'époque de Jules Ferry. Et c'est pas pour rien qu'on chantait qu'un sang impur en brève sillon. Ça rentre tout à fait dans l'idéologie de ce nationalisme. Dans la salle des illustres du Capitole, j'ai trouvé ce petit garçon qui regarde une croix occitane rognée par le lys français. À quoi pense-t-il? Et qu'aurait-il chanté comme hymne? Celui qui suit le drapeau français, la Marseillaise aux paroles guerrières, ou celui du drapeau occitan, le sécanto, qui prône l'amour? Soyons clairs sur les termes. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. J'espère que quelqu'un va faire un procès au ministre de l'Éducation nationale pour appel au meurtre et propagande raciste. Un sang impur, il y a des purs sangs à Paris. Hein. Il va à l'envahir le téléphone des cadeaux. Il y a sur Piscari, il y a Monument, il y a Luteo.
Mon beau pays s'appelle Occitanie. J'ai dans le sang une pointe d'accent. Voilà. Ah, ça c'est beau ou c'est pas beau? Si. Allez, voilà. Allez, on savoura notre langue. Hein. Sem pas planumbrusis. Le monde sabon pas tout à coup connaissons pas l'histoire de l'histoire de notre pays. Il s'agit de le faire à Granada, mais abbiamo pas plein de monde pour écouter. Donc les Visigoths, vous en avez parlé aussi? Oh oui, les Visigoths sont très importants. C'est justement les Visigoths, c'est grâce aux Visigoths qu'on a conservé la culture romaine beaucoup plus longtemps que dans le Nord. Ils ont maintenu encore 100 ans là, parce qu'ils étaient eux vraiment romanisés, les Visigoths. Usauti cos'è musico, Occitano Bulega! Viva! Viva! Viva sempre l'Occitania! Ne parla di naso! Dariero c'ho su che gusta sei! Dariero c'ho su! À ceux qui disent que l'Occitanie d'aujourd'hui se résume à une langue patoisante et à des danses folkloriques, ces Occitans des vallées alpines d'Italie opposent une telle énergie que je suis obligé de chercher d'où vient cette modernité dans le mouvement occitaniste. Je vous dis qu'il y a eu un cambiament per la zona de 70, il y a eu un mouvement occitaniste, il y a eu l'Ularzac, il y a eu la création de la Scalandrets, il y a eu des choses qui sont en place, en fait, pendant quelques années, et que c'est vrai que Dio fa su più 20 anni, fait qu'il y a Dio che quatre vezes vuoi dire que c'est vrai qu'il y a ce dilemme dans l'occitanisme, mais penso que pour nous, il y a des militants occitans qui sont fonctionnaires, donc que tout ce temps le dilemme de se battre contre le pays naurisec, ou la maille, c'est pas, mais ça. Je ne sais pas si c'est un problème occitan ou parce que bon, c'est quelque chose amaga que le mouvement occitan est majoritairement à l'esquerre et sortis de l'esquerre, franchement, il faut que l'intens structure romaine ligate. Et donc, penso que l'esquerre franchement, che sforzo statale, che sforzo che è un culte dell'État, che all'encop io suis pas contre, come dicevo, un ospedale che tampo, che vi passa a copla, una scuola che tampo tapau. E penso che la sociologia occitana gioca forza e lo fa che sia un paese marcato almeno in questa struttura sociale per l'esquerre e per il movimento socialiste, etc. in generale. Mais le paradoxe est toujours occitan, que comme déjà au reste, c'est ultra paradoxal et un peu résumé, c'est un peu tout le paradoxe de l'occitanisme. Quelqu'un qui est à une grande république de nous français et qui n'est pas anti-langue, etc. Et tout le monde occitan est d'accord. Et en ce qui concerne l'intérêt et l'urgence du bilinguisme pour Jean Jaurès, voici ce qu'il écrivait le 15 août 1911 dans la Dépêche. Si l'on développait chez les enfants leur faculté naturelle de comparaison, de raisonnement,
l'habitude de saisir les ressemblances et les différences qui sont le fond même de l'intelligence, ils auraient en main la clé qui leur ouvrirait sans grands efforts l'italien, le catalan, l'espagnol, le portugais. Et ils se sentiraient en harmonie avec le vaste monde des cultures latines d'Europe et d'Amérique qui développent tant de force et d'audacieuses espérances. Pour l'expansion économique comme pour l'agrandissement intellectuel de notre Sud, il y a là un problème de la plus haute importance. Après Mistral, c'est Jean Jaurès qui défend l'intérêt de l'enseignement de la langue occitane. Je voulais apprendre à parler l'occitan et je m'étais inscrit à l'IEO. Mais à défaut de maîtriser la langue, ça m'a permis de rencontrer Jean-Pierre Becquevort. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est l'IEO? L'Institut d'Estudis Occitats, fu creat en 1945, mai que tot per intel·lectuals, per finalment respondre a les necessitats de societat que fins ara eren pas preses en compte per l'estat francès. A més, finalment, un objectiu double, l'un de la recerca et de la mise en valeur de la recerca et l'un de la pédagogie. Et donc au sein de l'IEO, là, actuellement, vous sentez un renouveau de la culture occitane, une demande de... Je trouve que l'intérêt pour la culture occitane est au-delà de l'IEO. Et ce que je trouve intéressant et ce qui se passe depuis 4 ou 5 ans dins de l'IEO, notamment au niveau national, est la prise en compte de la nécessité de l'action culturelle, de la professionnalisation de l'action, per essayer un opérateur indispensable rapport à la population en matière de diffusion artistique, en matière d'enseignement, des centres de ressources. Aquí veig qu'il y a un changement en effet important. Je vous ai dit quand j'ai commencé, on était 10, nous. À la fondation de l'IEO, on était 11. Et maintenant, il y a des centaines d'occitanistes présents. Actuellement, il y a des forces occitanistes. Mais on ne peut pas compter sur ces forces pour faire l'Occitanie. L'Occitanie, ça se fait avec les Occitans, quels qu'ils soient. Et il faut donc un mouvement social. C'est pour ça que j'ai cru que ça arrivait. Mais 81 a tout tué. À partir de 81, tous les mouvements occitans se sont écroulés. Lutte occitane, Voulons vivre le pays, le PNO, plus rien n'a existé. On s'attendait à ce que la gauche française fasse le boulot. Le PNO, il existe toujours aujourd'hui, puisque la... Combien ils sont Non, mais je veux dire, pour les prochaines échéances, la tête de liste qu'a choisi le PNO, c'est la cour chez les régionalistes. Le président du PNO est... Tant mieux. Un premier texte a été voté par le Parlement de Barcelone. Il a été soumis en discussion avec tous les partis. Il est vrai que François Fontan, donc, qui est le créateur du PNO, reste notre référence. Il reste d'abord notre référence sur le plan de son œuvre. Il a écrit un certain nombre d'ouvrages dont le plus significatif, peut-être celui qui est essentiel, c'est Ethnisme vers un nationalisme humaniste. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, donc on n'est pas seulement nationaliste occitan, on est internationaliste, c'est-à-dire ethniste. Qu'est-ce que c'est que l'ethnisme? Ce n'est pas seulement reconnaître que la langue est l'indice synthétique de la nation, c'est dire partout où il y a langue, il y a nation. Et les nations, donc les nations du monde, sont égales en droit. Donc, c'est l'inventeur de l'ethnisme et évidemment le parti de la nation occitane, il ne s'appelle plus Parti nationaliste occitan, il est toujours ethniste. Je me suis procuré ce livre, Ethnisme, de François Fontan. Je l'ai parcouru et je m'aperçois que l'ethnisme signifie qu'à chaque langue correspond une nation. Du coup, on s'aperçoit que la Palestine a disparu des cartes, puisque selon eux, la Palestine n'a pas de langue propre. Par ailleurs, sur la fin du livre, je trouve avec horreur un classement des ethnies par race. Comment peut-on encore aujourd'hui défendre ce genre de position? Alors pour un Occitan qui doit être soi-disant libre, tolérant et égalitaire, tout cela est terriblement choquant.
Le Parti de la Nation occitane n'est qu'un parti minoritaire ayant peu d'influence en Occitanie. Si on cherche à savoir quels sont les autres mouvements politiques occitans, il suffit de taper quelques lignes sur Internet. On tombe alors facilement sur les régionalistes. Ce groupe réunit à la fois Unitat Doc, des Catalans, le Parti de la Nation occitane et des anciens du Parti occitan. Ils sont regroupés autour de l'éditeur nîmois Christian Lacour, et j'ai décidé de rencontrer à Nîmes Michel Aguilera, leur représentant, qui vient de rédiger ni plus ni moins que la Constitution de la République occitane. Il y a une vraie problématique chez les Occitans, c'est qu'on a l'impression que c'est un peuple qui ignore qu'il existe et qu'il faut un petit peu le réveiller et que l'Occitanie est en sommeil depuis 7 ou 8 siècles et qu'il conviendrait un jour ou l'autre de lui faire prendre conscience de son existence, de s'engager sur le plan politique, c'est-à-dire la continuité du travail qui se fait au niveau culturel, mais sur un plan politique. Il n'est pas du tout question de se détacher de la nation française. Je crois nous sommes des Européens. Certains se sentent français. Comme disait Robert Laffont, je ne peux pas m'empêcher de le citer, quelquefois, derrière un conte de français, se cache un couillon d'occitan. Donc ce que nous voulons, c'est que ce couillon se réveille. Et donc, je pense que c'est tout à fait compatible. On peut avoir la double nationalité française et occitane. Donc, il n'est absolument pas question de se couper, de faire du séparatisme, mais d'aller vers une autonomie tout à fait légale, harmonieuse et tranquille. Voilà. Alors, vous avez remarqué que depuis quelque temps, nous essayons de coller à la vie politique, en prenant part au débat, en nous engageant dans des élections régionales, cantonales. Notre projet de constitution s'accompagnera effectivement par notre présence aux élections présidentielles. Nous avons effectivement l'intention de présenter le candidat des pays occitans à l'élection présidentielle franchimande. Et vraisemblablement, je ne voudrais trahir personne en disant qu'il est fort probable que Christian Lacour relève le défi. Je crois que cette manifestation, c'est la démonstration d'une Occitanie particulièrement vivace, mais avec des composantes multiples. Et il est vrai que ces composantes n'ont pas forcément le même intérêt politique au niveau des aides, des subventions, des subsides nécessaires pour qu'ils vivent, au niveau de leurs associations. C'est vrai que c'est un peu ce que je regrette. Alors qu'en Catalogne... Trop culturel par rapport à la Catalogne. Culturel, il en faut. On en vit et j'en vis. Mais c'est vrai que la Catalogne, on était dans un système politique très affirmé, très carré. Une opposition au projet de Frêche, grand destructeur d'Occitanie. Là, non, on sent que c'est une fête viviale, conviviale, sympathique, fraternelle, mais surtout pas politique. Encore une fois, tout cela est bien complexe. Un homme politique qui veut représenter les Occitans mais ne semble pas à sa place dans le plus grand rassemblement occitan de l'année, des régionalistes autonomistes mais non séparatistes, des indépendantistes ethnistes et humanistes, je commence à comprendre pourquoi l'Occitanie n'a jamais été fédérée. Il semble même qu'il existe une Occitanie par Occitan. Je voulais rencontrer deux autres partis politiques, les gauchistes d'Anarem-au-Patac, un groupe jeune, révolutionnaire, structuré et sérieux, et le Parti occitan, ou POC, qui est le parti majoritaire. Ce dernier est fortement représenté dans cette manifestation. C'est une mouvance de gauche plutôt souple et très présente. Mais visiblement, aucun parti politique ne semble faire l'unanimité. On ne peut cependant nier que la culture occitane est jeune et énergique. Ai moment libertat, avem besoin de nos vira, fi final cu libertat, avem besoin vira cap a l'estat, si que nu
coi clar che arriva un moment che l'hanno al de là d'acqua e c'est un titanio, c'est a Toulouse, c'est l'incas de l'estat francese, c'est un titanio francese officinale e tutto ciò che tocca la lei per esempio, finalmente per la legislazione bisogna che il y aura l'Europa, mais ouais, c'est verdad que il y a d'unos limites, il y a d'unos casos que podem passar per d'autres radios que sont pas là de l'estat mais ça que là, nos limites. Et je pense qu'il est intéressant, je pense que l'Occitan, la notion d'autodétermination de l'Occitan, je pense qu'il y a même déjà le problème des fédéralismes occitan, enfin le problème ou l'escasenza, et qu'il y a quoi qui est plat, qu'il y a vraiment quand même des bastilles finalement du État, pas que sur une notion d'État-nation comme il est souvent le cas, mais sur une notion des fédérations, des mondes qui en bien, des vivamas, mais qui ont des différences. Est-ce qu'il pourrait y avoir un leader qui arrivera à fédérer tout ça? Ce que disent, il y a un moment dans le pays, après, en Aramopatac, après, il y a un sucre qui en Aramopatac, mais c'est local ou à Toulouse, à Montpellier, à Saïs des provinces, tout à coup. Mais en Aramopatac, qui s'intéresse pas qu'à la phase des Pau ou des Gascognes, mais je trouve qu'il y a, il y a eu une évolution, justement dans les mouvements politiques. Ça n'a pas par exemple quand on crée une antenne ici à Montpellier, à Toulouse dépendra tabé. Donc il y a une ouverture caparasso, le parti Occitan tabé qui est Léo dans le Cantal tabé qui a une ouverture une antenne. Il y a trouvé une fédération finalement de mouvements qui sont des meilleurs et meilleurs. Donc, le fédéralisme n'est pas impossible, qu'il y a eu coste, que ça dise qu'il y a l'acceptation de l'autre, d'accord, mais je pense qu'il ne gêne pas, ne peut pas gêner les Occitans, il y a changer justement, qui nous oblige à changer de façon de penser que c'est française, que finalement, mais des différents que Fédérer l'Occitanie apparaît comme une tâche difficile, mais les convictions sont là. Depuis les années 70, les revendications se multiplient autour de deux pôles de pensée. Il y a ceux qui suivent les idées de Robert Laffont, que nous connaissons déjà, et ceux qui sont plus influencés par les idées de Félix Castan, un philosophe montalbanais décédé en 2001. À Toulouse, Claude Sicre est le relais direct des idées de Castan, et je me dois de le rencontrer pour tenter de cerner les divergences d'opinion entre ces deux penseurs que sont Laffont et Castan. La vocation de Capitale a été assignée par Castan dans sa théorie de la décentralisation culturelle, a été assignée à Toulouse, mais aussi aux grandes villes. Pourquoi? Parce que Castan pense, et maintenant je pense avec lui, et nous pensons avec lui, que le grand problème de la France, ce n'est pas un problème de centralisation politico-sociale ou d'hypercentralisation qui a ses excès et qui sont guéris simplement par la régionalisation ou certaines déconcentrations, mais par un centralisme culturel qui a marqué tout. Parce que le centre s'est pris comme sujet, s'est pris comme objet lui-même. Tout tourne autour de 2 ou 3 arrondissements. Et on pense que l'universel, c'est ce qui est contenu dans une pensée, je dirais, franco-française. Mais à la fin de sa vie, Castan commençait à évoluer là-dedans. D'ailleurs, je l'ai cité un petit peu par rapport à ses influences, tout ça. Il a commencé à comprendre que le seul cadre français ne suffit pas pour la culture. Et en tout cas, la culture occitane ne peut pas... Moi, je suis à l'Étroit dans le cadre franco-français. Je suis à l'Étroit, donc il a fallu que je cherche ailleurs. J'étouffe mon esprit. C'est à des familles d'esprit
nouvelle de penser l'Europe. Ça va prendre du temps. Mais enfin, l'Europe des régions, par exemple, est une approximation. Il y a des gens comme Lafont, qui est un des grands penseurs avec Castan quand même de l'Occitanie, qui lui ne voit ces actes possibles qu'avec l'aide des euro-régions ou de l'Europe, et qui dit que par Paris, c'est plus possible parce que les États-nations sont morts. Les États-nations sont morts, c'est leur discours depuis 30 ou 40 ans, mais en même temps, ils revendiquent tous les Occitans revendiquent la calandrette auprès du ministère de l'Éducation nationale, auprès du ministère de la Culture, auprès de la région qui est française, et tout ça. Donc l'État-nation, il n'est pas mort. Dire qu'il sera mort dans 100 ans, peut-être, mais pour le moment, il n'est pas mort. C'est lui qui commande à peu près tout. Alors que ça passe petit à petit, certains trucs à l'Europe, oui, mais pour le moment, l'État-nation, il n'est pas mort. Ils confondent leurs rêves et leur espoir avec la réalité, moyennant quoi ils ne sont pas efficaces dans la réalité. Aujourd'hui, ce qu'il faut transformer, certainement, il faut transformer la région, il faut transformer l'Europe, mais il faut transformer la France aussi, qui commande en partie la politique des régions et qui commande en grande partie la politique de l'Europe, notamment sur les langues et les cultures de France. Si l'État français s'oppose à telle mesure, l'Europe ne le fait pas. C'est un rêve d'attendre que l'Europe et la région fassent ce que les occitanistes n'ont pas été capables de faire eux-mêmes dans leurs actions quotidiennes. C'est une utopie. Et à Toulouse, il n'y a jamais eu, je ne sais pas, il y a toujours eu des occitanistes mous. J'espère que vous ne le prenez pas pour vous, mais il y a toujours eu, on rencontre, ou bien alors des gens comme Sicre qui fait des repas de quartier, qui est ruiné du monde. Mais il ne fait pas avancer l'Occitanie, parce que moi je l'ai écouté chanter, c'est essentiellement en français. En fait, les choses sont claires. Soit la culture occitane, elle a une richesse. S'il a une richesse, elle nous aide à transformer le monde tous les jours. Il faut le prouver par des œuvres. Des œuvres, c'est-à-dire des livres, des disques, des spectacles, l'organisation de choses dans tous les domaines, l'éthique, le travail de quartier, le poétique, l'artistique, tout ça. Soit ça le prouve, et auquel cas, les gens le voient. Les gens se disent « Ah ben, la culture occitane, elle sert à faire des belles choses pour tout le monde. » Soit elle ne les a pas, elle ne le prouve pas, et à quoi sert de revendiquer alors? Quand même, l'altermondialisme, il n'a pas été inventé à Seattle. Il a été invité sur le Larzac. Les Indiens Sioux y étaient sur le Larzac. Donc l'Occitan est un sujet d'histoire. 110 paysans du Larzac ont compris l'histoire. Ils ont compris qu'ils étaient au centre du monde. C'est une porte de sortie. Une porte de sortie, c'est la plus évidente actuellement. Hein. Et cette porte de sortie, elle se ferme d'un côté. Je vois qu'Attaque, qui n'est pas tellement pour nous, Attaque a des problèmes internes actuellement, mais elle s'ouvrira nécessairement parce que la colère du monde entier monte. La colère monte dans le tiers-monde. La colère monte, même ici, avec cette histoire d'OGM, vous voyez monter la colère. Lafont nous dit que la revendication occitane aujourd'hui, ça va de pair avec le mouvement altermondialiste. Ouais, il y a une grande part, ouais. Tu te sens altermondialiste? Ouais, mi sento altermondialiste perché mi sento proche della Confédération paysanne, mi sento proche des mouvements zapatistes, mi sento proche des Indiens d'Amérique, mi sento proche des mouvements berbères en Algérie. Et à cause de l'altermondialisme, c'est une vision, pour les Indiens zapatistes, c'est lutte sur persalingue, lutte também per nautri aqui in Occitanie, e notre fazem parier. C'est pas qu'à d'une son canton, mais à cause de l'altermondialisme. Hi ha plogut i fet trossegat, fer caldró, esclarir un pau. Oui,
ouais, j'ai vu ça sur internet en fouillant un peu, je suis tombé sur le site des jeunesses identitaires et j'ai vu là. C'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas braves avec son passage. Parlant par exemple des jeunesses identitaires, ils jouent identitaires in Occitanie. Per notre è un problema greu perché siamo profondamente antifascisti di Moresque Fracadub, avem toujours défendu l'idée d'une culture qui est loin de questa nazione, loin de queste références nazistes, sono dei nazis aquelli gens. Ma le problème è che les médias et surtout elles, ils ont l'oublié de se faire entendre. Et ça, bon, si faire mostrar, sont présents un peu partout, et mais d'accord, sont jeunes. Et crezi qu'à mostra qu'il y a un véritable problème en Occitanie, rapport à la question d'identité. Ce sont des gens qui utilisent l'histoire nostra, qui est stata escafada, mais pour mettre des causes de custa, est-ce que me pourras des problèmes personnels dans ta famille, par exemple? Et des causes qui mettent des custa parce qu'ils ne vont pas l'enfronter. Aqui sono che avevano fame l'Occitanie. E aquelli gens sono un po' le Marie Custa che ressortono aquelle storie passate. Et c'est par contre qu'il faut parler d'Occitanie, il faut parler des cultures en France pour éviter quel problème. Parce que l'Occitanie, ce n'est pas uniquement tout beau, ce n'est pas uniquement la terre des troubadours et de l'amour. Il y a também Maurras, il y a também une histoire nègre à mes pétins, avec aigu. Est-ce que comme la culture française, comme toutes les cultures, il y a des gens qui sont restés mariés et qui ont utilisé de la langue occitane? Al moment també où France se pausa un fin de problemes rapport à l'immigration et que a pas comme mejan d'arreglement de les causes que l'assimilation pure et simple à une culture franco-parisenca, la culture occitane pot portar quelcom de mai allargat et de mai aprigondit, perquè és aquí que és la clau d'aquelles relacions. Perquè Occitània ha hagut, dins una història, 5 segles de vecinança et de convivència també amb le monde arabo-andalous. Et tous les gens avec qui nous sommes copains aujourd'hui, de toutes les communautés de Toulouse et de la région, et d'ailleurs, puisqu'il y a eu des forums de langue ailleurs, ils viennent nous dire, pour eux, la culture occitane, c'est ceux qui leur donnent la parole. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un militant occitan à Toulouse? Pour les Berbères, les Mongols, les Laotiens, les Cambodgiens, les Chinois, les Tibétains, tout ça. Ah, les militants occitans, c'est ceux qui nous donnent la parole à nous. Voilà la philosophie occitane, c'est ça. C'est pas de se donner la parole à soi et de revendiquer, de parler en patois partout pour faire oublier qu'on ne parle plus. C'est de savoir organiser une pensée pour donner la parole aux autres, pour libérer la parole en général. Et là, l'occitan prend une hauteur de vue qui est nécessaire à la France, puisque les penseurs franco-français ont une bassesse de vue exceptionnelle. Les villes, Toulouse, et comme Marseille, est multiculturelle. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est organisée en communauté. Vous savez, généralement, le communautarisme, c'est le diable en France. Hein. On fait l'intégration contre le communautarisme, on intègre. Non, c'est la convivence, le mot est occitan. C'est la convivence, le lieu où l'on vit ensemble, avec des différences et la multiculturalité. Moi, je crois que l'Occitanie est devenue métisse et que c'est ça notre sort. Et c'est ce que l'État français ne comprend pas avec son problème des banlieues, en désespérant les gens qui ont le choix entre l'exclusion ou l'intégration. Car c'est ça, il n'y en a pas d'autre. Alors, je pense que nous avons à penser que les Occitans doivent penser. Ils doivent penser, ça ne prouve pas que ce que je viens de dire ne soit pas de l'utopie. C'est évident. C'est évident que si jamais quelque chose réussit, mais vous voyez que ça fait un ensemble qui ressemble à ce qu'était l'Occitanie du pacte de Millau, l'Occitanie de 1204, qui apportait un sujet d'histoire. Il y a un sujet d'histoire qui est possible ici. Et que, si vous voulez, ce sera ma conclusion, l'Occitanie dans cet espace, avec ses moyens, avec ses énormes difficultés, peut être l'espoir de l'homme.
construisait l'Occitanie. Moi j'ai ressenti plutôt ça. Il nous a fait un débat plutôt sur voilà ce qui est important, voilà pourquoi l'Occitanie est importante. Voilà pourquoi il faut continuer à ce que cet espace vive, parce que c'est un espace de liberté, de réflexion qu'il a été sur le plan historique et qui le sera encore demain. Voilà. Moi, si vous le voulez, les Occitans. Moi, j'ai ressenti comme ça. Comme si tu veux, comme s'il était même il a laissé le message pour dire que c'est un espace indispensable pour des équilibres. Voilà. Pour des équilibres. Une culture qui a résisté sans moyens, autant de temps, pour moi, c'est un gage de l'irréductibilité de l'être humain. Ça, c'est magnifique, c'est somptueux. Parce que beaucoup des cultures sont mortes entre-temps, qu'on les a bousillées. Et malgré tout, dans un pays qui est absolument cynique, on est encore là à croire en quelque chose de complètement ouvert. Moi, je trouve ça, je suis à genoux là. Cazzo, così dove